Vous avez juste le bac, aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État. Bien sûr. Parce que ce qui donne ce qu'on est, je pense, c'est pas uniquement le diplôme. C'est pas uniquement ce que tu as sur un papier. Bonjour Sarah Lahiri. Bonjour. On peut enlever les masques, hein, on est à la bonne distance, on s'est lavé les mains juste avant, on a respecté toutes les règles sanitaires. Sarah Lahiri, vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Il y a beaucoup de boulot en ce moment quand même, non? Disons que c'est au cœur du projet de notre pays, donc oui, il y en a. Il y en a beaucoup, mais il y a plein d'énergie. Vous êtes beaucoup sollicité, on parle beaucoup des jeunes. Les jeunes se plaignent beaucoup aussi en ce moment, ils ont des raisons de se plaindre. Comment on appréhende, comment on prépare ces journées quand on sait qu'on va être sur le terrain et qu'on va rencontrer beaucoup de sollicitations? En réalité, tout ce que le gouvernement fait, au-delà de moi toute seule, c'est pour la jeunesse. Mais dans toute sa diversité. Il y a plein de jeunes. Quand tu es jeune et que tu es en études, tu n'as pas la même vie que quand tu es jeune et que c'est ton premier job, tu as 22 ans et que tu es rentré sur le marché du travail. C'est pas la même vie quand tu es jeune parent et que tu as un petit de 2 ou 3 ans. Ouais. Et en réalité, la réponse, en tout cas l'engagement qui est le nôtre, c'est pour répondre déjà à toutes les jeunesses et d'une certaine manière, faire que, et ça c'est mon job un peu, d'être le booster. Et ça c'est ma mission, c'est une de mes missions, mais il n'y a pas que celle-là, puisque j'ai deux engagements forts, c'est la jeunesse et l'engagement. L'engagement, on va en parler en fin d'émission avec notre invité. La jeunesse, on est jeune jusqu'à quel âge, selon vous? Moi je dis que c'est un état d'esprit. Hein. Oui, bien sûr. C'est un état d'esprit. Quel était votre premier engagement, Sarah Lahiri, politique ou associatif? En CM2. Ouais, c'est vrai, en CM2, c'était parce que à l'école, on était un petit peu agacés du menu de la cantine et je trouve que notre prof principal, je crois qu'il y avait beaucoup de légumes, ça devait être ça. Et notre prof principal, qui s'appelait Monsieur Ricard d'ailleurs, il nous avait proposé plutôt de se saisir de la situation et pas juste de râler. Et donc il a organisé des élections de classe, puis j'ai été déléguée, puis on est parti au conseil d'administration le soir avec un deuxième délégué. Et je sais pas, j'ai eu le sentiment que ça pouvait faire avancer les choses. La politique, c'est un engagement, encore aujourd'hui? Oui. Pour moi, la politique, déjà, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas bien, qui regardent ça avec beaucoup de méfiance. Moi, je crois que la politique, c'est s'engager pour l'autre. Vous n'aimez pas qu'on dise que la génération des jeunes aujourd'hui est une génération de sacrifiés. Mais quand on les écoute, c'est un peu vrai, non? J'aime pas le terme de génération sacrifiée parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est à genoux, qu'elle est morte et qu'elle fait plus rien. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pendant ces 13 mois, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation, moi j'ai vu des jeunes, et franchement de tous les âges, et sur tous les territoires, et c'est pas une histoire de classe sociale, ou de je peux ou je peux pas, c'est pas vrai. Moi j'ai vu des jeunes de toute famille se dire, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pour aider mes grands-parents? Qu'est-ce que je fais pour aider les sapeurs-pompiers chez moi? Qu'est-ce que je fais pour emmener des repas aux personnes âgées? J'ai vu une jeunesse qui est engagée, mais sur le terrain. Après, c'est plus les formes d'engagement d'avant. C'est plus j'adhère à une association et compagnie. C'est pas que ça, c'est plein de choses. Mais sur le sentiment de la jeunesse va mal, moi déjà, j'aime pas globaliser. J'aime pas généraliser les bouts de vie et les parcours. Il y a une jeunesse qui a beaucoup plus souffert qu'une autre de cette période de confinement. Et si on regarde vraiment dans le détail, après, moi j'étais beaucoup sur le terrain parce que je pense que c'est la meilleure manière d'entendre les difficultés et d'essayer d'apporter des réponses. C'est les étudiants universitaires. Qui ont morflé le plus? J'ai le sentiment que c'est eux qui ont été le plus derrière leur écran, qui se sont retrouvés dans ces résidences universitaires. Qui ont eu du mal à manger. Bien sûr, qui ont perdu leur job ou n'ont pas pu faire leur job de saison pour pouvoir payer leur année d'une certaine manière. Eux, ils ont vécu ce confinement avec beaucoup, beaucoup de restrictions. Et pire encore, quand tu étais en L1. Et donc, c'est la première année où tu es censé partir de chez toi, de vivre cette aventure. Mais si on regarde, c'est ce qui nous a aussi obligés, d'une certaine manière, et c'est ce qu'on doit à notre jeunesse, d'apporter des réponses qui ont évolué au fur et à mesure de la durée de cette crise sanitaire. Mais pourquoi les jeunes, dans ces cas-là, ont ce sentiment-là? Ils étaient dans un état d'excitation, et on peut le comprendre. Mais bien sûr. Mais pourquoi ils ne se sentent pas entendus? Moi, j'ai l'impression que quand ils vont le vivre, quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas des mots, je crois qu'on est dans une période, mais un peu plus large qu'au-delà au-delà de la Covid. On est dans une période, et je fais partie de cette génération qui croit peut-être moins aux mots et aux actes, qui croit aux preuves. Mais on est dans une période où la défiance est générale. Et donc, tu pars d'une inquiétude, et elle est normale, l'inquiétude, franchement, elle est réelle, et il faut la prendre telle qu'elle, mais on est au moment
de la preuve de la bienveillance. Et moi, je le vois de l'intérieur. Franchement, que ce soit les enseignants, que ce soit le ministre Jean-Michel Blanquer, que ce soit en fait tous ceux qui accompagnent, tout le monde a envie qu'ils réussissent et qu'on ne dise pas non que c'est un diplôme au rabais, non qu'on ne dise pas qu'ils l'ont eu, qu'on l'a donné, pas du tout. Vous êtes confiante? Franchement, moi j'ai envie d'y croire parce que c'est aussi le retour à la normale, c'est le début de quelque chose qui ressemble à la normale. Pas totalement, je suis d'accord, mais on commence à avoir un calendrier de sortie et je vois la mobilisation de tous ceux qui ont vocation à permettre la réussite. Enfin, personne n'a intérêt à ce que les jeunes soient en difficulté. Vous avez eu un bac éco, et après votre bac, vous avez fait quoi? J'ai eu un bac éco, spé éco, donc un ES spé éco. Ensuite, j'ai été en prépa pour préparer Normal Sup. D'accord. Donc j'ai fait 2 ans au lycée Carquois à Nantes, et j'ai passé mon bac au Maroc, moi. D'accord. Et donc, je suis revenue, je suis arrivée toute seule à Nantes. Ouais. Donc j'avais un premier appartement, un peu la première fois où tu es vraiment tout seul. Et donc j'ai fait mes 2 ans de prépa. Après, j'ai pas eu mon concours. Ouais, ça arrive. Je l'ai bien préparé, mais j'avoue, je ne l'ai pas eu. Donc techniquement, mon dernier diplôme, c'est le bac. D'accord, ok. Vous avez juste le bac, aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État? Bien sûr. Parce que ce qui donne ce qu'on est, je pense, c'est pas uniquement le diplôme. C'est pas uniquement ce que tu as sur un papier. C'est ce que tu fais comme engagement, ce qui te construit, c'est tes échecs, c'est aussi tes prises de risques et à quel point tu es acteur de ta vie. Moi, j'ai décidé d'être actrice de ma vie. Oui, j'ai que mon bac en diplôme validé, sauf que je crois que ça ne me définit pas. Pour moi, l'engagement, c'est un acte et un processus. Un acte, c'est le fait de, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, eh bien, je la transforme, quelle que soit la manière, le chemin. Et quand je dis un processus, c'est quand tu t'engages, et c'est aussi pour ça, je pense que le président de la République, le Premier ministre, ou même Jean-Michel Blanquer, peut-être m'ont fait confiance, c'est qu'il faut être persévérant. Ouais. Et ça te transforme, ça te fait grandir. Parce que sur le papier, effectivement, j'ai que le bac. Non mais dans le fond, le parcours qui est le tien, il t'appartient. Et donc du coup, tu ne subis pas ta vie si tu en es un acteur. Que ce soit par tes jobs, par tes engagements, bien sûr, par ton action politique aussi. Moi, je crois à ça. Mais moi, je trouve que votre discours, il fait du bien. Quand vous dites j'ai que le bac c'est un diplôme, c'est pas que le bac. J'ai le bac, premièrement, et puis on connaît plein d'hommes politiques ou de femmes politiques qui ont, je pense à Christian Estrosi à Nice, qui n'ont pas de diplôme du tout et qui sont aujourd'hui des personnalités majeures politiques. Et c'est vrai qu'on le dit pas assez, souvent. Parce qu'on a, on le dit pas assez, et 2, parce que je crois qu'on regarde pas la personne dans tout ce qu'elle est. Moi, je crois qu'on est un tout. C'est-à-dire qu'on est un citoyen, on est un consommateur. Oui, on peut changer l'économie en consommant de manière responsable, parce qu'on a un pouvoir d'agir. Mais on est aussi locataire, on est aussi électeur, on peut être aussi un élu. Et moi, je crois à cette capacité de se dire, si ça ne me plaît pas, je change les choses. Mais je refuse de vivre avec, en fait. Emmanuel Macron, il est sympa, objectivement. Vous n'allez pas me dire non, c'est votre patron. Mais vous trouvez qu'il est proche des jeunes? C'est le président de la République. Et moi, j'ai fait la campagne du candidat Emmanuel Macron, donc en 2017, avant qu'il soit président de la République. Un candidat qui ne te regardait pas en fonction de ton diplôme, qui ne te regardait pas en fonction de ton nom de famille ou en fonction du quartier où tu venais. Il te regardait simplement en te disant, est-ce que tu as envie de changer les choses? Et si tu as envie de changer les choses, prends les rênes. Il a été maladroit quelquefois quand même ou pas, selon vous? Moi, j'aime bien sa parole cash. Pour être honnête, je suis plutôt de quelqu'un de cash. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, de dire les choses. Après, des fois, sans le vouloir, tu blesses. Ouais. Et là, pour le coup, il faut en discuter, parce que ce n'est pas l'intention en fait, de blesser. Mais dire les choses, c'est quand même super important. Parce qu'on a quand même vécu une période où personne ne dit rien. C'est tellement nos langues, bien sûr. Vous ne trouvez pas qu'il y en a qui disent trop de choses, justement? Objectivement. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, non, mais ça fait aussi partie du processus. Il y en a qui ont dit trop de choses, et au gouvernement, avant, pendant votre mandat, et dans l'opposition. Quelquefois, on dit trop de choses. Ça dépend à quoi vous pensez. Peut-être que des fois, on s'engage trop, sans vouloir faire de rapprochement avec votre titre. Mais l'engagement, c'est quelque chose de bénéfique. Mais même quand on n'arrive pas à tenir ses engagements? Je suis d'accord sur le principe de... on prend des engagements et on pose des dates. On a vécu la même chose, mais pendant 1 an, on avait tous besoin de dates, d'un calendrier, d'un espoir, mais concret. Ouais. Et au bout d'1 an, tu as besoin de ces points d'étape. Et quand on assume de les dire, parce qu'on peut ne pas le dire,
Et tu dis tu prends pas de risque. Ouais. Mais est-ce que c'est honnête? Si c'est ton objectif et que tu mets toute l'énergie, moi je crois à la transparence, mais pas au sens transparence, je dis tout. Est-ce que vous croyez que ça peut faire du bien si les hommes et les femmes politiques de notre pays disent qu'ils ne savent pas ou qu'ils ont eu tort? On le dit, c'est assez peut-être nouveau, mais on le dit, enfin moi je pense qu'on le dit. Vous trouvez qu'on le dit? Oui. Moi, je me souviens par exemple, vous savez, ça nous a un peu marqué, mais des premières conférences de presse du Premier ministre à l'époque, c'était encore Édouard Philippe. Ouais, ça aussi, mais à part lui, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'Emmanuel Macron, un jour, dira peut-être que j'ai fait des erreurs dans cette... Il en a fait. Mais bien sûr qu'il l'a dit, brut. Ah bon? Bien sûr. Il faut toujours savoir dire où est-ce qu'on fait des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. On en fait tous tout le temps. Personne. L'infaillibilité, ça n'existe pas. Et quand on fait... Enfin, vous savez, la politique, c'est pas quelque chose de parfait. Il ne faut pas oublier que tu prends des engagements pour l'intérêt général, pour embarquer le destin d'un pays, d'un peuple et de son avenir. Et rien ne peut être absolument parfait. Enfin, je veux dire, cette crise, elle a appris l'humilité à tout le monde. Tu découvres des conséquences au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il faut être tout le temps dans un moment d'échange. Moi, je crois, franchement, je crois pas avoir l'intelligence pleine et entière. Moi, au contraire, ce qui me nourrit, c'est les rencontres, les témoignages, des gens avec qui tu discutes et qui te poussent à améliorer, à voir peut-être des fois des choses que tu n'as pas vues ou qu'on t'a pas sollicité dessus. Il y a quelques jours, vous étiez sur un plateau de télévision face à un jeune garçon, Louis Boyard, qui vous a dit... Vous êtes censé être la porte-parole des jeunes auprès du gouvernement, et on a le sentiment que vous êtes la porte-parole du gouvernement auprès des jeunes. J'ai deux questions. La première, quand vous entendez ce genre de propos, est-ce que ça vous énerve qu'on vous dise ça, politiquement et même dans un débat, parce que c'est vrai que c'est pas très construit de dire ça sans avoir d'argument derrière. Et la deuxième chose, est-ce que c'est vrai? Moi, la première chose, c'est que c'était pour lui une punchline, et ça l'a amusé, et à la limite... d'intact, mais c'est un militant. C'est un militant syndical qui pose une punchline sur un plateau. Moi, ce que je sais, c'est que mon job, c'est d'être la porte-parole et l'ambassadrice de la jeunesse au sein du gouvernement et de porter également, et c'est pas un ou, et ça s'oppose pas, ce que fait le gouvernement auquel j'appartiens auprès également des jeunes. Et en réalité, ça ne s'oppose pas. Le gouvernement ne s'oppose pas à la jeunesse. Et la jeunesse ne s'oppose pas au gouvernement. Au contraire. Et donc, oui, je suis la porte-parole de la jeunesse au sein du gouvernement. Et je suis également la porte-parole des actions du gouvernement pour la jeunesse. Et je l'assume. Allez, on passe au que oui, que non. Vous allez répondre que par oui ou que par non à toutes les propositions que je vais vous faire. Sarah Lahiri, est-ce que vous auriez aimé aller sur la Lune? Oui. Que oui, que non. Est-ce que c'est vrai que vous êtes vraiment fan de bricolage? Hyper. Oui. C'est incroyable, cette mais histoire. vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ça veut dire quoi? Vous faites quoi? C'est quoi votre... Déjà, j'ai une cabane où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc j'ai un... Vous avez une cabane, d'accord, mais une cabane de bricolage alors j'ai un petit atelier de bricolage et j'ai une vraie cabane. Okay. J'ai une vraie cabane que je bricole, mais je sais faire de la toiture en bac en acier. J'ai construit mes toilettes sèches. Je fais de la plomberie, évidemment de la peinture, de l'isolation, du parquet, du carrelage. Ah ouais, c'est un vrai délire. Quoi. Il y a juste l'électricité où j'avoue, j'ai un peu peur. Bah, ça, je suis bon en électricité, je pourrais vous dire. Mais non, mais j'adore. Mais c'est une vraie passion. Donc moi, je connais par cœur les catalogues de Casto, Monsieur Bricolage ou Brico Dépôt. Hein. D'accord. Je ne peux pas me prendre... Alors pour le coup, s'il y a un juste prix, là, je gagne. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est important. Est-ce que vous irez vous faire vacciner le 15 juin? Oui. Quelle dose? Quelle préférence? Oh, ce qu'il y a de disponible. Je fais confiance à la science. D'accord. Que oui, que non. Est-ce que vous irez en terrasse le 19 mai? Oh oui. Oui, c'est un oui de grand cœur. Ça sera quoi votre première commande en terrasse? Un muscadet avec des huîtres. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Non, mais j'ai fait un séjour au sein de l'IHEDN pour les jeunes qui réunissent et des militaires et des civils. J'avais 20 ans. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidate un jour comme tête de liste à la mairie de Nantes? Non, mais c'est un objectif ou pas? Moi, j'adore ma ville. Enfin, j'adore ma ville, j'ai un engagement dans ma ville. Mais pour être honnête... Ouais, soyez honnête. Non, mais je vis au présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis au gouvernement. J'étais députée il y a à peine quelques mois. Que oui, que non, dans quelques semaines commence l'Euro de football. Est-ce qu'il faut sélectionner Karim Benzema? Oui. C'est pour l'Euro, oui? Oui. Je suis d'accord avec vous. Il n'avait pas chanté la Marseillaise, Karim Benzema, à l'époque, quand il jouait? Moi, je pense que la Marseillaise, c'est quelque chose de hyper important. Parce que c'est un commun.
C'est quelque chose qui nous appartient à tous. Ouais. Et donc du coup, à quel moment c'est comme un cri de guerre. C'est le nôtre. Et c'est à nous. Et c'est parce qu'on appartient au même équipage, qu'on est sur le même bateau. La Marseillaise, c'est du commun, c'est un dénominateur commun. Et y participer, c'est aussi reconnaître qu'on est dans une communauté nationale et qu'on fait ensemble. Et c'est pour ça que c'est important. Je suis d'accord avec vous. Moi, je chante la Marseillaise quand j'ai l'occasion de la chanter, mais pour prendre l'exemple de Karim Benzema, est-ce que c'est franchement quelque chose d'hyper important de chanter la Marseillaise quand on est joueur de foot et qu'on a le maillot de l'équipe de France? Vous trouvez? Oui, je pense que c'est important. Ah bon. Et quand je vous dis... C'est là-dessus qu'on doit sélectionner un joueur de foot? Moi ça me choque personnellement. Non, c'est pas que là-dessus. Par contre, c'est un élément important. Et c'est pour ça que quand je dis c'est un oui, parce que c'est un bon footballeur. Et après, moi, j'adore le foot. Donc, en termes sportifs, je dis bah oui, j'ai envie de le voir sur le terrain. Mais s'il la chante pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ah bon? Si, c'est grave, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est déshonorer le maillot qu'il porte. Ouais, bon après, s'il marque des buts et qu'il embrasse le cuisson, c'est pareil, non? Faut chanter la Marseillaise. Ok, bon. Très bien. Vous trouvez pas qu'il y a trop de communication au sein du gouvernement? C'est le reproche qu'on lui fait un petit peu. Il y a deux choses. Il y a communication et information. Moi, je pense que dans cette période, cette année, on a besoin de beaucoup d'infos. Il se trouve qu'un jeune sur deux, parce que c'est plutôt des statistiques, ne connaît pas les aides auxquelles il peut prétendre. Et du coup, tu te dis, tout ce qui va me permettre de te donner de l'info, c'est important. Ça, je suis d'accord, mais sur la gestion de la crise, le clip du président de la République, là, il y a quelques jours, sur la bande-annonce de Notre vie d'après, est-ce que c'est pas de la communication gratuite, un petit peu? Enfin, vous savez, sur Koh-Lanta, quand vous arrivez à la réunification, bah, c'est des moments où on a besoin de se sentir, je pense, ensemble. Et c'est plutôt des moments d'énergie. Après, moi, je trouve que ça fait du bien. Est-ce que vous soutiendrez le président de la République, Emmanuel Macron, en 2022? Évidemment. Il sera candidat, ça veut dire? S'il est candidat. D'accord, très bien. On a un cadeau pour vous. On offre toujours un cadeau à notre invité. Le voilà, c'est celui qu'on vous a préparé. Vous allez voir, on s'est... J'ai le droit de l'ouvrir en direct? Ah bah bien sûr, il faut l'ouvrir en direct. Ah si, si, c'est hyper mignon. Ouais. Et pourquoi on vous a offert ça alors? Parce que c'est un de mes livres préférés. Et il se trouve que pour mon anniversaire, mon équipe m'a offert la version manuscrite. En fait, c'est des copies du manuscrit qui est juste absolument génial. Et il se trouve que Le Petit Prince, c'est un des livres que j'ai ramené avec moi du Maroc et qui m'a un peu jamais quitté. Je n'en ai pas beaucoup parce que quand tu déménages, tu ne viens pas avec toute ta vie. Mais tu prends ce qui est absolument essentiel. Et Le Petit Prince, c'est ce livre que j'ai un peu gardé avec moi tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est la capacité de rêver. C'est la capacité à se projeter. Et puis j'aime les airs, j'aime l'espoir. Ouais. Et je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et Le Petit Prince, c'est tout ça à la fois. On va faire un débat avec notre invité. Il s'appelle Valorant et il représente Le Crayon. Vous connaissez Le Crayon ou pas? J'ai regardé du coup, je connaissais pas avant, mais j'ai regardé. Ils ont fait une vidéo sur l'engagement, regardez ce que ça donne. J'ai l'impression que du coup, c'est une des solutions qu'ont trouvé les gens pour avoir en fait ce petit goût de transcendance. Bonjour Valorant. Salut Alex, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'être là. Tu représentes Le Crayon. C'est quoi Le Crayon exactement? Le Crayon, en fait, c'est un média de débat qui a pour but de réunir le plus large possible, que ce soit dans la politique, dans la culture, même dans le business, comme ça qu'on l'appelle, pour but de justement montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent et que quand on parle d'un domaine, la politique, la société, la culture, c'est pas toujours un seul axe, mais c'est plein d'axes différents en fait. C'est une forme d'engagement? C'est une forme d'engagement, nous on le vit comme ça, entrepreneurial, mais également médiatique, politique aussi par plein d'aspects. Et donc du coup, moi c'est ça ce dont je voulais vous parler, Sarah El Haïry. Vous parlez beaucoup de déjeunesse, et je suis très content que vous le fassiez parce que peu de gens le font au gouvernement ou même parmi les politiques. On voit que les jeunesses se tournent énormément vers les extrêmes, que Jean-Luc Mélenchon était le premier, et Marine Le Pen la deuxième candidate en 2017 pour les jeunes. Comment réunir ces jeunes autour de valeurs communes alors qu'ils semblent plus divisés que jamais? Je crois par l'engagement, et en fait par les engagements. Je pense que quand tu vis quelque chose ensemble, quand tu portes un projet ensemble, quand tu arrives à transformer quelque chose qui te tient aux tripes, une cause, quelque chose auquel tu tiens, alors ça te transforme. Et c'est là où l'engagement commence par un acte, tu décides de faire quelque chose, mais c'est un processus. Et donc ce processus, je crois que c'est ce qui pourra, à un moment ou à un autre, réunir. Mais l'État pourra pas et ne peut pas faire seul. Pas cet exercice-là.
réunir une génération, c'est ce qu'on essaye de faire avec par exemple le service national universel, qui est une idée, un projet qui a été porté par le président de la République dès 2017. Et pour la première année, on est passé du modèle XS en 2019 à un modèle XXL. C'est la première fois, on va avoir 25 000 jeunes dans le pays qui ne se connaissent pas, qui viennent de familles différentes, de territoires différents, et ils vont, pendant 15 jours, vivre ensemble. Je crois à ça. Et je crois que du coup, si tu fais ensemble, si tu vis ensemble, si tu t'engages, et si on valorise la culture de la prise de risque, de l'engagement, mais dans notre société, alors on cassera ces stéréotypes, on cassera ces conceptions qui font que tu vas vers les radicalités et que tu te sens plutôt appartenir au même bateau. Et je crois que si tu te sens appartenir à un même bateau, alors tu nourris les valeurs qui sont celles de notre pays. Elle est intéressante cette question, je vais rebondir, après je te laisserai la parole. Rassembler les jeunesses, je trouve que le terme est très bon. Rassembler des jeunesses et même les inciter à voter. Parce qu'en fait, ils votent plus aujourd'hui les jeunes. Ils votent plus, et ils le savent mieux que moi, non? Ils votent plus beaucoup, et en fait, c'est aussi ça ce problème, c'est que quand ils votent parfois pour les extrêmes, et on les en stigmatise en fait. Et si jamais il ne faut pas voter pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, il ne faut pas les autoriser à se présenter. Parce que si ce sont des candidats valides, il est autorisé de voter pour eux. Si tu permets à chacun de se dire non, le vote il compte, et chaque vote compte. Et pour ça, il faut faire moi je crois au choc démocratique. C'est-à-dire, le choc démocratique, c'est quoi? C'est de plus croiser quelqu'un qui te dit mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça change? Ça, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que moi, ma famille politique, plutôt de pensée, elle croit à la proportionnelle, elle croit au vote par correspondance, elle croit au vote électronique. Et elle croit, et moi je crois aussi, à un moment ou à un autre, peut-être qu'il faudra ouvrir le débat du vote dès 16 ans dans les élections locales, par exemple. Tout ce qui permettra de faire vivre, parce que je crois que c'est un parcours, en fait, de prendre conscience de sa capacité à agir. Tout ce qui fera vivre des temps démocratiques, ça va de l'école, mais vraiment, hein, parce que l'école, c'est ce qui te permet aussi de te construire. Dès l'école, avec les délégués, les éco-délégués, ce qu'on appelle la démocratie scolaire, les élus lycéens. C'est le premier goût de la démocratie pour les jeunes. Mais oui, et c'est là où c'est premier goût et première... et tout à l'heure, je parlais des mots et de l'action et de la preuve. C'est la première fois quand tu es élu, par exemple, délégué, et que tu vois que, même en tant que délégué de classe, tu peux changer des choses, bien sûr que tu prends goût à l'action. Parce que c'est concret, certes, dans ton cercle, mais c'est concret. À 16 ans, on est capable de voter. Quand les jeunes de 18 ans, déjà, n'y vont pas. Moi, j'ai toujours un truc que j'ai jamais compris. Dire on peut ouvrir le vote à 16 ans... Moi, je crois, je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Moi, je crois qu'il faut leur demander. Parce que pendant très longtemps, et jusque maintenant, tout le monde dit « faut faire ou faut pas faire ». C'est vrai. Par contre, à aucun moment, on leur a demandé à eux « est-ce que vous avez envie, pas envie ?» Je déteste les grandes adresses. La jeunesse, elle veut ci, elle veut ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est exactement ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye, nous, de porter au crayon le plus possible. Et on voit la difficulté que c'est de réunir des gens qui sont en désaccord. Et que c'est souvent refusé parce que, justement, on ne veut pas parler, pas donner de la visibilité au camp d'en face. Et c'est justement là que nous, on voit qu'il y a aussi peut-être un manquement sur les acteurs de terrain, que ce soit au sein des écoles, au sein des universités, pour réunir en fait tout ça. Et on a pu le voir notamment au sein d'ailleurs justement au sein des universités, on parle beaucoup des étudiants. Moi je pense que c'est d'abord et avant tout ne pas prendre des jeunes pour prendre des jeunes. Je pense qu'il faut donner des responsabilités à des jeunes, peut-être avec des filets de sécurité, si jamais on ne leur fait pas confiance pour agir, mais au moins qu'on leur donne le goût de l'action et que ça se transmette, mauvais jeu de mots, mais comme un virus en fait. Et que c'est ça aussi, et nous on le voit, beaucoup de gens n'y croient plus, et vous le disiez très bien, en fait ça ne sert à rien ce que je fais, et parfois c'est l'impression que ça donne, que ça sert à rien ce qu'on fait, et qu'en fait on est un peu collé en fait avec cette étiquette de la jeunesse. Et plus tu prends goût, parce que tu te rends compte que c'est possible, plus tu gagnes en confiance dans ta capacité à transformer. Et ne jamais opposer les engagements. Jamais. Mais il ne faut pas se tromper. C'est pas, et là je vous rejoins, c'est pas le jeunisme pour le jeunisme. C'est comment t'es pas la caution, mais que t'es vraiment un acteur. Et ça se donne pas, ça se prend. Et donc, si tu veux être acteur, alors tu rentres dans l'exercice, tu crées, tu fais. Et quand on voit aujourd'hui le nombre d'entreprises créées par des jeunes qui transforment en réalité la société, je pense à Vinted, qui a absolument révolutionné la manière d'acheter plein de choses. Enfin, tu peux vivre toute une année sans rien acheter de nouveau. Quand tu penses à Yuka, et c'est juste des exemples les plus récents de notre quotidien, mais ça, c'est des actions, et c'est des actions d'engagement. Moi, je crois que l'engagement, il est au sein de l'entreprise, au sein des médias, dans sa vie privée.
dans sa vie personnelle, mais aussi quand tu es dans ton supermarché ou chez ton agriculteur. Enfin, ça dépend où tu vis, mais moi à Nantes, on a des agriculteurs. Donc, On parle aussi des agriculteurs. Je connais moins Paris pour le coup. Agriculteurs urbains. Dernière question, vas-y, Valorant. Il y a un dernier sujet qui m'intéresse aussi, c'est le fait de valoriser ce que les jeunes ont eu aussi un peu de natif et d'inné en eux, que ce soit les réseaux sociaux, le numérique, même parfois les jeux vidéo. Il y a aussi un décalage qui est de plus en plus ressenti et que nous, on nous fait beaucoup de retours là-dessus, entre parfois la rigueur, peut-être nécessaire, mais la rigueur qu'on peut trouver dans l'éducation nationale ou dans les institutions, et en même temps la rapidité et la modernité du privé, et donc par extension aussi de ce qu'on consomme. Aujourd'hui, est-ce que les jeux vidéo pourraient être utilisés pour apprendre à l'école? Est-ce que le numérique aujourd'hui n'est pas une opportunité de dingue pour justement des emplois pour les plus jeunes qui, dès 18 ans, 19 ans, connaissent mieux Instagram, Twitter et TikTok que n'importe quel adulte qui pourtant est un professionnel de son métier? Ah non, mais pour le coup, moi je suis hyper à l'aise avec le sujet. Je crois que évidemment oui, mais quel que soit d'ailleurs l'outil. Aujourd'hui, c'est pas parce que les parents ne savent pas qu'il y a de la messagerie sur les jeux vidéo qu'il ne faut pas les utiliser. Au contraire, il faut considérer, moi je crois que le progrès, au sens le plus large, que ce soit, ça s'utilise. Ça s'utilise pour aller vers le monde que tu veux. Les réseaux sociaux, on en fait ce qu'on veut, c'est qu'un outil. À un moment, il faut arrêter de diaboliser. Tu en fais le meilleur comme tu en fais le pire. Le meilleur, c'est quoi? C'est la mobilisation pour soutenir les Ouïghours à l'autre bout du monde. Mais parce que c'est une mobilisation qu'on fait grâce aux réseaux sociaux. La solidarité locale. Quand tu te rends compte qu'il y a un papy qui est tout seul, lui, il a Facebook. Et en fait, tu te rends compte et tu peux créer une page. Je suis désolée, mais c'est un exemple que j'ai vécu, donc du coup, je l'ai en tête. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil. Et de l'autre côté, le pire, bah oui, c'est le cyberharcèlement, mais c'est un outil. Et donc, si on accompagne les jeunes pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez en faire de meilleur, alors on accélère. C'est comme la recherche pour la planète, c'est comme... Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste, par contre, être super bien accompagné et permettre aussi... Réguler aussi, peut-être. Réguler, mais accompagner, réguler... Et même réguler auprès des acteurs, parce que c'est vrai qu'il y a le meilleur, mais il y a quelquefois le pire, vous l'avez dit. Bien sûr. Il faut peut-être réguler autour du racisme, ces choses-là, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisamment fait, même s'il y a eu des premières tentatives. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale et je me souviens de la loi de ma collègue Laetitia Avia qui avait été super loin, parce que évidemment, on voulait réguler. Et parce que quand tu cliques et que tu dis au modérateur, il y a des propos injurieux, et que 24 heures après, tu te rends compte que Twitter ou Facebook dit bah non, je trouve rien d'injurieux. Tu vas, je sais pas comment vous lisez le message, mais il y a un sujet. Cette loi avait été critiquée au sein de la jeunesse aussi pour un risque de délit d'opinion ou de privation de liberté d'expression. Et c'est là en fait où c'est hyper important de réguler, bien sûr, mais d'embarquer tout le monde. Et des fois de faire des choses qui effectivement peuvent paraître critiquées, mais qui sont nécessaires. La régulation des plateformes en est une. Alors, mot de la fin. Je vous invite, et comme tout le gouvernement, à proposer le plus possible à différents jeunes, mais surtout à différents jeunes même en termes de sensibilité politique. Parce que je pense que c'est là qu'on pourrait réussir, que ce soit un gouvernement ou les institutions publiques, à vraiment emmener toute une jeunesse. C'est justement en réunissant les jeunesses. Celles qui sont certes aux extrêmes politiques, mais qui ont leur avis à donner. Ceux qui sont dans le militantisme ou dans l'entrepreneuriat. Et ceux aussi qui ne font rien de tout ça et qui sont juste là à attendre peut-être que quelque chose se passe. Peut-être une étincelle pour les emmener tous en fait. Et c'est ça qu'on souhaite. Merci beaucoup Valorant, je rappelle, tu es venu représenter Le Crayon, c'est Le Crayon Média, donc sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, on peut vous retrouver. Exactement. Il y a plein d'interviews, plein de thèmes. Et de débats. C'est vraiment notre cœur de métier. Super, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Sarah Léry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Vous partez faire votre journée là juste après. Exactement. Bon courage, vous revenez quand vous voulez nous voir ici sur Un Défi. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Cette interview avec Sarah El Haïry est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, likez, le pouce en l'air, abonnez-vous et mettez les cloches pour voir toutes les interviews quand elles sortent. Est-ce que vous êtes pour ou contre la sélection de Karim Benzema en équipe de France de football? Dites-le nous, c'est important.